Alors, il n'y a pas de hasard. Le jour même où je terminais la lecture du roman de Kim Stanley Robinson, dont je parlerai aujourd'hui, Galileo's Dream, paru en français en 2011, 2 ans après l'apparition de l'original sous le titre de Le rêve de Galilée, je suis tombé sur un article dans Le Monde intitulé La mission JUICE qui vise les satellites de Jupiter prête au décollage depuis la base de Kourou. Il s'agit de la première mission qui vise Jupiter depuis 2011 et JUICE est l'acronyme pour Jupiter Icy Moons Explorer. Cette mission vise les lunes de Jupiter, dont je rappelle qu'elles ont été découvertes par Galilée grâce à son télescope. L'objectif ne consiste pas à trouver directement de la vie, mais des environnements propices à son apparition. Et les lunes Europe et Ganymède seraient en sens des candidates idéales parce qu'elles abritent sous leur surface de glace des océans d'eau liquide, considérés comme le principal ingrédient permettant l'apparition de la vie. La présence de cette eau, on la connaît grâce aux informations fournies par la sonde Galileo, la bien nommée. Alors voilà une actualité parfaite pour introduire le roman de Robinson, lié justement de multiples façons à Jupiter, à la lune Europe, et à ce qui se cache sous sa surface glacée, ainsi qu'à ce mathématicien hors norme que fut Galilée. Alors, le titre pourrait avoir une valeur métaphorique, mais il n'en est rien. Les héros des romans de Robinson sont souvent des scientifiques, et c'est le cas ici, un scientifique historique, puisque Galilée est présent tout au long de cette narration de près de 600 pages. On peut aussi considérer le titre comme une référence, un clin d'œil à l'ouvrage de Kepler, Le Songe ou l'astronomie lunaire, écrit en 1608 et publié à titre posthume par son fils en 1634, ouvrage de réflexion de Kepler sur la Lune à travers la voix d'un jeune Islandais et parfois présenté comme un des premiers ouvrages de science-fiction. Si on cherche la référence à ce livre dans Wikipédia en anglais, on le trouve sous le titre Somnium, qui signifie le rêve en latin. Alors, si le lien entre les deux titres est possible, il faut y voir de l'ironie quand on constate dans le roman à de multiples reprises à quel point Galilée considère Kepler comme un parfait imbécile. Les grandes figures de l'histoire des sciences sont fréquemment utilisées dans la fiction à cause de leurs travaux, mais aussi de l'importance des transformations qu'elles ont induites et les crises qui y sont associées. Elles font le pont entre recherche de pointe et réalité sociale, canalisant crainte et terreur, espoir et rêve. Elles permettent de repenser, critiquer, analyser la société à travers leur vie et leurs travaux. Certaines fictions présentent des scientifiques au plus près de leur biographie, mais parfois on reconnaît à peine leurs traits et leurs agissements sont romancés, voire contaminés par le fantastique. Ils ou elles n'existent pas seulement comme personnages historiques, mais apparaissent indissociables d'une invention, d'une découverte qui a provoqué une modification de paradigme dont les effets se font sentir au long de la fiction. Dans tous les cas, il s'agit de montrer en quoi ils sont au cœur de tensions sociales. Par leur prise de position, par l'ampleur des débats que leurs découvertes ont soulevés, ces individus polarisent les effets culturels de la science. La fiction insiste souvent sur délire, fantasme, croyances, vertiges provoqués, mais aussi, à l'inverse, en démystifiant ce que la réalité tend à mythifier de leur vie et de leur travail. Ce faisant, elles aident à comprendre comment la science se forme et se transforme, se réalise, et montrent comment les sciences pensent, traduisent notre monde et infléchissent notre manière de le concevoir. De ce point de vue, Galilée est exemplaire et il n'est pas surprenant qu'il ait si souvent servi la fiction. Par son utilisation du télescope qui a permis de découvrir comme jamais ce que le ciel avait à nous offrir, par son affirmation dans Il Saggiatore, selon laquelle l'univers serait écrit dans une langue mathématique, et sa méthode qui fait qu'on le considère comme le fondateur des sciences modernes, par son dernier livre grâce auquel naît la dynamique moderne et où il établit les fondements de la mécanique, par sa défense, souvent larvée, des thèses coperniciennes qui conduira à son fameux procès au Vatican, qui bouleverse les rapports entre science et religion, et, il faut le dire, aussi par sa personnalité outrée qui fait de lui une sorte de Falstaff scientifique. Galilée a tout ce qu'il faut pour se traduire en une magnifique figure fictionnelle. On en a profité de Bertolt Brecht, bien sûr, la vie de Galilée, à Suzanne Freeland dans La Passion d'Artémis, en passant par Claude Pasteur, Galilée aux Enfers, Alexandre Najar, l'astronome, Daniele Vegro, Moi Galilée qui ne suis qu'un homme, et plusieurs autres. Ils ont été nombreux et nombreuses à être hypnotisés par un mathématicien qui était un véritable personnage. Robinson fait partie de ces écrivains, dans son cas manifestement passionné par le personnage de Galilée.
Mais si la vie et l'œuvre de ce dernier sont manifestement connues dans le détail, le roman permet également d'échapper au XVIIe siècle pour nous projeter dans l'avenir, dans ce roman qu'on peut qualifier d'abord et avant tout de réflexion sur le temps. S'il y a un sens qu'on peut associer à Galilée, c'est bien celui de la vue. Non seulement parce que son travail astronomique porte un regard neuf sur notre système solaire, et parce que le tableau du ciel permis par le télescope sera critiqué par ceux qui affirment que l'appareil déforme ce que l'œil peut voir, traitant ici l'astronome de fabulateur, mais aussi parce que Galilée se rêvait peintre, ayant oscillé jeune entre devenir artiste peintre ou mathématicien, et d'ailleurs son père était désespéré qu'il ait décidé de devenir mathématicien parce qu'il n'y avait rien de pire au XVe siècle. Ce sont ses qualités de dessinateur qui lui permettront de bien traduire en images ce qu'il voyait dans son télescope, lui qui, ô ironie, deviendra aveugle au cours des dernières années de sa vie. On peut croire que Robinson y a songé alors que l'incipit de son roman cumule les motifs de la vue et du temps au centre du rêve de Galilée. Je cite un extrait du premier paragraphe, que je cite dans la version française. « Tout à coup, Galilée sentit qu'il avait déjà vécu cet instant. Il s'était déjà trouvé au marché d'artisanat du vendredi devant l'Arsenal de Venise, avait déjà senti peser sur lui un regard, déjà levé les yeux et remarqué qu'un homme l'observait, un étranger de grande taille. Comme la fois précédente, mais quelle fois, l'étranger lui signala par un hochement de menton qu'il avait perçu son regard, puis avança dans sa direction, louvoyant entre les couvertures, les tables et les inventaires surchargés qui parsemaient le Campiello del Malvasia. L'impression de déjà-vu était si forte que Galilée se sentit pris d'un léger vertige. » Alors, l'adverbe composé tout à coup nous situe in media res dans la boucle du temps. Nous sommes avalés par un événement temporel qui semble avoir été vécu comme si le temps se répétait. En réalité, c'est bien ce qui se produit puisque cet individu, qui se nomme Ganymède, comme la lune de Jupiter, vient du futur, plus précisément de l'an 3020. Galilée sera à plusieurs reprises transporté à cette époque et lors des premiers voyages temporels, il n'aura plus de souvenir de ses séjours grâce à l'ingestion d'une drogue qui lui fait oublier les événements vécus pendant son passage dans le futur. Alors c'est cet homme, Ganymède, qui l'informe de l'existence aux Pays-Bas d'un instrument, une sorte de lunette d'approche, et avive l'intérêt de Galilée pour cette invention. Vous savez sans doute, Galilée a été accusé de plagiat, sinon de mensonge, à propos de l'invention du télescope. C'est vrai qu'il ne l'a pas inventé, mais il l'a très vite perfectionné au point d'en faire presque un nouvel objet. L'opticien hollandais Hans Lippershey dépose en 1608 un brevet pour une lunette qui permet de grossir par 3 fois le monde autour de soi. Celle que Galilée met au point en 1609 permet de grossir jusqu'à 30 fois ce qu'il perçoit, et il est le premier à avoir l'intérêt de tourner l'appareil vers le ciel, ce qui lui permettra de publier dès 1610 ses découvertes astronomiques dans Le Messager des étoiles. Alors, dans le roman, c'est cet homme du futur qui l'oriente vers ses recherches astronomiques qui lui permettront de découvrir Jupiter et ses lunes, d'où Ganymède lui-même provient. Le roman commence donc en 1609. Galilée est un chercheur et un mathématicien connu, dont les travaux dans plusieurs domaines ont été utiles. Il a une renommée, mais pas encore la stature qui deviendra la sienne avec ses recherches astronomiques. C'est en 1609, alors qu'il a 45 ans, que Galilée va vraiment devenir Galilée. C'est ainsi que Ganymède, qui cherche à orienter avec succès le travail du mathématicien vers des recherches astronomiques. C'est donc lui qui le fait. Reste maintenant à comprendre pourquoi. Donc, en 3020, Galilée est considéré comme le premier scientifique de l'histoire humaine, et pour Ganymède, son existence est le moment clé, la cristallisation du temps historique à partir duquel tout peut changer pour éviter les horreurs à venir dans l'histoire humaine. Alors, je cite, « Voici l'homme qui a initié les investigations sur la nature par le biais de l'expérimentation et de l'analyse mathématique. Entre son époque et la nôtre, grâce à sa méthode, la science a fait de nous ce que nous sommes. Lorsque nous avons ignoré les méthodes et les découvertes scientifiques, quand les structures archaïques de la peur et du contrôle ont recommencé à exercer leur influence, il s'en est suivi un désastre complet. » C'est pourquoi Ganymède conduit Galilée jusqu'à son époque, en 3020, grâce à un intricateur qui lui permet de traverser le temps jusqu'au 4e millénaire et l'espace jusqu'aux lunes de Jupiter. Ganymède a un assistant, Cataphilus, qui devient un des serviteurs de l'astronome et sert de trait d'union entre le 17e et le 31e siècle.
on comprend à la fin que le « nous » qui surgit de temps à autre dans la narration et devient de plus en plus présent et éloquent à la fin est de son fait. Cartaphilus est le narrateur de ce roman et englobe dans ce pluriel ceux qui tâchent d'aider Galilée face à ses nombreux ennemis politiques. Ganymède veut jouer sur deux plans et sur deux époques. D'un côté, il souhaite que Galilée, grâce à sa stature, l'aide à infléchir la volonté de ses adversaires politiques. Il espère qu'il saura l'aider dans sa campagne qui vise à empêcher les Européens, donc ceux qui habitent sur la Lune Europe, d'entrer sous la surface glacée pour communiquer avec de possibles entités intelligentes qui y habitent. Pour Ganymède et ses alliés, le risque est trop grand que les humains s'effondrent devant une intelligence supérieure qui pourrait apparaître comme une menace et les plongerait dans un désespoir existentiel. La position apparaît contradictoire chez un homme qui défend la science, parce qu'un comité scientifique a pourtant validé cette expédition. Alors, faudrait-il y voir un acquiescement à la question qui ouvre l'ouvrage de Roger Shattuck, Le fruit défendu de la connaissance, à savoir, y a-t-il des choses que nous ne devrions pas connaître? Cependant, on comprend bien à la lecture du roman, ce n'est pas la connaissance qui est un problème comme l'utilisation que les pouvoirs peuvent en faire. Pour prendre un exemple classique et spectaculaire, avoir connu la fission nucléaire ne serait pas raisonnable si on ne l'associait pas à l'explosion de deux bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, décidée par un gouvernement et l'armée aux grandes dames de bien des scientifiques qui croyaient naïvement, au cours de l'été 1945, que cette arme était trop dangereuse pour qu'on l'utilise. Or, Ganymède apparaît assez tôt comme un homme de pouvoir, plus intéressé par la vérité, ce qui signifie sa vérité, parce que c'est pour lui de l'ordre de la certitude, qu'à la connaissance. Il est considéré par plusieurs comme un fanatique, un chef de secte, et pour cela dangereux. Alors une femme qui se nomme Héra, qui prendra rapidement Galilée sous son aile en l'éloignant de Ganymède, dira, en faisant référence à ce dernier, « Nul n'est plus dangereux qu'un idéaliste persuadé d'avoir raison », et il sera même comparé à Savonarole. Le débat a lieu à propos de ce qui se passe sur la Lune Europe. Par analogie, on peut l'associer au continent européen. En conclusion de leur livre « Entre le temps et l'éternité », Ilia Prigogine et Isabelle Stenger s'écrivent à propos de la tradition occidentale « C'est en Europe que s'inventa l'aventure inquiète d'un savoir susceptible de mettre en question toute norme, toute évidence, toute valeur traditionnelle. C'est en Europe aussi que s'inventa l'idée de démocratie, de société ouverte sur un avenir que ne modèle aucun ordre transcendant. C'est bien le contraire de ce que Ganymède, en tout cas, lui, semble représenter, alors qu'il apparaît comme particulièrement intransigeant. J'ai écrit que Ganymède semble jouer sur deux plans. Le deuxième me paraît corroborer l'affirmation que je viens de lancer. S'il agit en 3020, il veut aussi agir au XVIIe siècle, ou plutôt à partir du XVIIe siècle. À l'époque où il vit, les humains ont découvert de nombreuses dimensions de l'espace-temps qui s'insèrent à l'intérieur de trois grandes temporalités. Le temps de la vitesse de la lumière, ou temps c, le temps latéral ou éternel, le temps E, qui est un temps ralenti, et le temps antichronos. Alors, comme le déclare Héra à Galilée, les trois temporalités croulent les unes à travers les autres et entrent en résonance, de même qu'elles pulsent selon des vibrations qui leur sont propres. Nous expérimenterons donc les trois comme étant une seule, comme une sorte de vecteur fluctuant, avec des effets de résonance quand les pulsations des trois se superposent de différentes manières. Héra revient plus loin sur la multiplication des temporalités, expliquant à Galilée « Toutes les potentialités existent. Quand une analepse crée un nouvel isotope temporel, ils coexistent avec les autres et ils sont tous intriqués. Tous ensemble, ils constituent la variété qui change sous l'impact de la nouvelle potentialité et se modifie, mais continue quand même. » On retrouve là une variation du jardin au sentier qui bifurque borgésien, et Ganymède, en fait, voudrait en faire ressortir un fil temporel possible grâce à la tangence qu'il a fait prendre à la vie de Galilée à partir de sa découverte de l'existence du télescope. Alors, on connaît bien sûr le célébrissime procès de Galilée par le Vatican, procès très complexe, dont les ramifications sont longuement expliquées dans le roman et qui fut un choc pour tous les penseurs progressistes à travers l'Europe. Mais le résultat aurait pu être bien pire que ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Galilée, vous savez sans doute, Galilée a eu droit à une assignation à résidence.
Donc ça aurait pu être pire, et c'est cette politique du pire que Ganymède voudrait voir surgir en 1633, c'est-à-dire au moment du procès. Alors Héra, cette femme dont je vous parlais tantôt, a les moyens de faire voir grâce à un appareil aux mathématiciens par une sorte de préscience ce qui pourrait lui arriver selon certains fils temporels. Alors je livre quelques extraits de cette scène assez troublante qui se déroule sur 3 pages. La douleur fut telle qu'il aurait aussitôt hurlé si une muselière de fer ne lui avait maintenu un bâillon d'acier enfoncé dans la bouche. Une pointe incluse dans le bâillon lui clouait la langue au palais. Il avait le plus grand mal à avaler assez vite le sang qui lui coulait dans la bouche pour ne pas s'étouffer. On venait de finir de lui attacher la muselière et le bâillon sur la tête, et voilà qu'il le soulevait pour le déposer dans une charrette. La foule n'avait besoin d'aucun bruit que de son propre rugissement de bête. Lentement, ils traversèrent la ville, depuis la grande prison des rives du Tibre jusqu'au Campo dei Fiori. De nombreuses mains le soulevèrent de la charrette. Il fut tiré par les talons et jeté sur le bûcher, où il fut complètement dénudé, la robe blanche du pénitent par terre, mais on lui laissa la muselière. Le feu jaillit vers lui et lui recouvrit les jambes, le brûlant atrocement, le transformant en une masse de douleur. Son corps essaya de hurler, et il s'étouffa avec son propre sang. Alors, étrangement, cette scène, qui est donc ce qui pourrait arriver de pire à Galilée, ressemble en fait à celle véridique vécue par Giordano Bruno en 1600. Bruno a été brûlé au Campo dei Fiori en 1600, après avoir passé 8 ans dans les prisons du Vatican. La statue ici de Bruno au Campo dei Fiori. L'ironie, si on veut, est que Galilée aura cherché toute sa vie à éviter d'être comparé à Bruno, ne le citant jamais à ma connaissance, sauf dans sa correspondance privée, sachant par où, justement, Bruno était passé et ce que lui-même risquait en défendant directement les thèses de Copernic. Alors, si le procès de Galilée a provoqué une rupture entre la science et l'Église, dont on voit encore des traces aujourd'hui, parce que je vous rappelle que le Vatican a reconnu ses torts envers Galilée il y a à peine 3 décennies, du bout des lèvres lors du pontificat de Jean-Paul II, et n'a toujours pas pardonné à Giordano Bruno, comme ils n'ont toujours pas pardonné à Saramago, ce qui, à mon avis, c'est un très très bon signe pour Saramago. Ganymède, lui, considère que cette rupture serait plus marquée et plus radicale si le procès se terminait par une mise à mort, et veut orienter la vie de Galilée dans cette direction pour faire de lui un vrai martyr de la science. Ainsi, les souffrances endurées par l'humanité au cours des siècles qui suivraient à cause des croyances religieuses seraient bien moins grandes, la mort de l'astronome ayant eu un effet boomerang beaucoup plus important contre la religion. Je cite, « Si vous ne jouez pas votre rôle et si vous ne devenez pas le savant martyrisé pour avoir dit la vérité, alors les religions persisteront dans leur insanité primitive et les guerres se poursuivront pendant plusieurs siècles supplémentaires, plusieurs siècles. » Il a beau répéter à Galilée qu'il ne s'agira que de quelques minutes de douleur, la fumée va le faire perdre conscience rapidement, l'épicurien Galilée n'est pas trop d'accord, et puis, on le comprend parce que comme chantait Brassens, mourront pour des idées d'accord, mais de mort lente. En tout cas, il est clair que Ganymède cherche à l'instrumentaliser au nom d'une idée qui oppose frontalement science et religion, comme s'il opposait de manière manichéenne le bien et le mal. La science devient en fait une nouvelle religion. Nous sommes ici en plein scientisme dans la pensée de Ganymède. Pour citer Stephen Jay Gould dans son livre Aux racines du temps, mais j'aurais pu en citer d'autres aussi qui ont une conception du monde moins manichéenne que Ganymède. Donc je cite Gould. « Toute dichotomie est utile ou trompeuse. Elle n'est en soi ni vraie ni fausse. Elle n'est qu'un modèle simplificateur servant à la mise en ordre de la pensée, mais assurément pas du monde. » On peut par ailleurs se demander si le modèle de prédictibilité espéré par Ganymède peut être viable. Aurore, une forme de cyborg qui permettra à Galilée d'avoir accès à l'histoire de la physique à partir de son époque, qui est une autre forme d'accélération du temps, répondra à la question angoissée de Galilée qui lui demande si la projection que propose Ganymède, c'est-à-dire son assassinat sur le bûcher, est une vraie possibilité. Et il ajoute « Ce que je fais peut-il avoir une telle importance ?» Et elle répond « Tout ce que chacun de nous fait a de l'importance.
La variété de variétés est une combinaison de possibles, chacun impliqué dans tous les autres. Ils coexistent, entrent en existence et cessent d'être de façon complémentaire. Exprimé ainsi, on peut se demander, à la manière de ce que Ganymède énonce, s'il est vraiment possible d'isoler une potentialité pour transformer l'histoire, ou si nous ne sommes pas devant un très trompeur effet papillon. Galilée, je le rappelle, est lui-même considéré comme le premier à avoir créé des lois dites prévisionnistes, selon lesquelles les conditions initiales permettent de déterminer l'état futur d'un système à partir d'équations mathématiques. C'est ce qui sera repris des siècles plus tard, d'une autre manière, par Edward Lorenz, et qu'on a résumé par l'effet papillon. On a résumé ça par l'effet papillon à cause du titre de sa conférence prononcée en 1972, que je rappelle ici. Le titre était « Prédictibilité, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? » Le problème, c'est qu'on n'a pas souvent écouté sa réponse, qui était « pas vraiment non ». Parce que si un battement d'aile peut provoquer une tornade, il peut aussi l'empêcher. Et les millions de battements d'ailes précédents, subséquents et simultanés peuvent aussi avoir un effet, sans compter toutes les autres activités sur la planète. Bref, on ne peut pas isoler un élément particulier, et c'est à partir de là que Lorenz développe des modèles mathématiques auxquels je ne comprends absolument rien, comme à peu près tout le monde. C'est pourquoi bien des gens sont restés à la question de départ, qui, elle, peut être comprise de tous et toutes, pour laquelle on a trop souvent décidé de la réponse, et qui est devenue une métaphore, il faut dire, une métaphore très productive et riche aussi pour la fiction. Je vais donner un exemple rapide, la célèbre nouvelle de Ray Bradbury, Sound of Thunder, au cours de laquelle des individus peuvent voyager dans le temps et retournent dans la préhistoire pour faire la chasse aux dinosaures. L'un d'eux sort du couloir bien balisé qu'ils doivent emprunter et tue par inadvertance un papillon en l'écrasant. Et lorsqu'ils retournent à leur époque, 60 millions d'années plus tard, en 2055, le démocrate élu la veille a été au contraire battu à plate couture par un autocrate. Un seul papillon tué a suffi à transformer un résultat politique des millions d'années après la disparition des dinosaures. Pourtant, si on se fie sur ce qu'affirme Aurore, Ganymède fait fausse route et ce qu'il espère est davantage idéologique que scientifique. On sait aussi qu'on a beaucoup critiqué cet emploi de la formulation d'un effet papillon pour penser l'évolution historique qui dépend de trop de facteurs et surtout qu'on ne peut pas mettre en équation. La formule de Pascal selon laquelle le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait été changée, reste largement hypothétique. Et en tout cas, celui d'Elizabeth Taylor n'a pas suffi à faire du film Pompier de Mankiewicz un objet intéressant. Il me semble cependant qu'il faut ajouter un élément sous-jacent à l'erreur de Ganymède, qui est politiquement conséquent, et peut rejoindre d'ailleurs les positions politiques de Robinson lui-même. Personne n'est assez important pour changer l'histoire à lui seul. La défense de la démocratie, à laquelle Ganymède ne semble pas attaché, nécessite de prendre en compte la réalité de tous les individus et de ne pas croire que certains devraient, pourraient, sauraient avoir une valeur telle qu'ils détermineraient à eux seuls l'histoire. Les facteurs qui mettront en valeur certains individus sont souvent déterminés par des événements historiques singuliers, des effets du hasard, d'autres individus qui ont joué un rôle souvent laissé dans l'ombre. Je tiens à souligner au moment de conclure, car si j'ai mis l'accent sur ce qui se passe en 3020 et sur les enjeux de la temporalité, ce qui était logique pour le besoin de notre colloque, il reste que plus de la moitié, je dirais même les 2/3 du roman, constituent une lecture détaillée et extrêmement informée de la vie de Galilée à partir de 1609, perçue de son point de vue. C'est de l'intérieur, en quelque sorte, qu'on découvre les embûches auxquelles il fait face, les tractations politico-religieuses qui sont faites dans son dos. Non, Galilée n'a pas tout inventé, mais il devient une métonymie de la volonté de découverte. Dans le roman, ses nombreux défauts sont étalés au grand jour. Robinson ne fait absolument pas une hagiographie de Galilée. Héra, dans le roman, qui est Mnémosyne, qui est au 4e millénaire une variété de Psy, et qui va être celle de Galilée, ne cessera pas de relever son machisme, sa misogynie notamment. Mais malgré ses faiblesses, il est grandi par l'institution politique et religieuse qui cherche sans cesse à le rabaisser et surtout à le faire taire, par mépris pour le savoir. Comme l'affirme Galilée lui-même,
et il n'y avait pas pire haine que celle de l'ignorance pour la connaissance. Entre le 17e et le 31e siècle, on pourrait dire que l'expérience de pensée, ou l'expérience en imagination, que propose Robinson pourrait se résumer à cette phrase que je viens de citer et qu'il renverse à travers la figure de Galilée. Face à la haine, aux certitudes et au manichéisme, la passion de la connaissance sera toujours la meilleure réponse à apporter. Je vous remercie.